Derrière chaque pierre se cache une vibration particulière qui vient dialoguer avec notre être profond. Aujourd'hui, Guillaume Psaïla, lithothérapeute passionné, vient nous révéler les secrets du minéral, alliant science, vibration et émotion. Bonjour, Bonjour Marguerite. enchantée de t'accueillir. Oui, merci de m'accueillir. C'est super. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement ton parcours de vie à la fois personnel et professionnel? Ok. Eh bien, je suis le troisième garçon de ma famille. Ma mère a été rapidement malade au fil de sa vie et de ma vie, du coup. Elle était malade, elle a eu un cancer du sein quand j'ai eu 5 ans. À l'époque, bon, dans les années 80, voilà, c'était un parcours médical traditionnel. Elle a eu 3 rechutes. Elle était aussi pratiquante bouddhiste, ça c'est important aussi, parce que quand j'étais dans son ventre, elle a récité des mantras, et elle m'a dit que j'étais un fukushi, c'est-à-dire en lien avec l'esprit de Bouddha. Bon, voilà. Et elle a eu 3 rechutes. Elle est partie en 1998, donc j'ai vécu un peu toute l'ambiance maladie, espoir aussi de rémission, et puis son départ quand j'étais voilà, en première. Suite à son départ, j'ai commencé à ressentir l'énergie qui circulait dans mon corps. Enfin, j'avais accès à plus de sensibilité. Il y a comme une transmission qui a dû se passer à ce moment-là. Et puis, j'ai cherché ma voie, donc j'ai fait plusieurs changements pendant les études. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur un livre qui parlait de guérir avec les mains. C'est un livre de Barbara Ann Brennan, le pouvoir bénéfique des mains. Mhm. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, bah, ça, c'est mon chemin. Alors, je me suis mis pleinement là-dedans. Puis, elle expliquait que pour être guérisseur, il fallait avoir un bagage, une compréhension. Donc, je me suis inscrit dans une école de médecine traditionnelle chinoise. Donc, j'ai étudié de 2003 à 2008 la médecine chinoise. Donc, ça m'a vraiment plu, plus que ce que j'ai étudié auparavant, on va dire. Vraiment, ça m'a passionné. J'avais fait aussi du Reiki aussi au début des années 2000. Et suite au Reiki, j'ai beaucoup pratiqué surtout l'auto-soin. Donc j'avais besoin de comprendre un peu ce mal-être, les choses qui se passaient en moi. J'avais besoin de comprendre ces sensations aussi. Donc je mettais beaucoup les mains sur mon corps pendant des heures entières et puis j'observais ce qui se passait. Voilà. Donc en 2008, j'ai été diplômé de médecine chinoise. Bon, en 2007, j'ai eu un événement qui a été un peu bouleversant pour moi. J'ai fait méditation vipassana. Donc c'est une méditation, c'est très très intense, hein. On se lève à 4h30 du matin et jusqu'au soir, on est en état méditatif. Et au bout de 7 jours, il y a eu à un moment donné une scission en moi. C'était soit je restais dans la conscience des énergies, soit je revenais un peu comme avant avec un mental assez agité. Et en fait, mon mental, il allait à 10 000 à l'heure. Ça allait dans tous les sens. Donc en gros, j'avais plus le choix que de rester finalement focus sur les sensations. Donc Mhm. en fait, dans une forme d'état méditatif. Euh, donc ça a été une forme de bascule. Et j'ai eu une période d'à peu près 3 ans comme ça où ça a été un peu compliqué, où il a fallu que je dompte un peu cette super ouverture que j'ai contactée suite au Vipassana. Bon, avant, il y avait déjà tout le travail de Reiki qui avait ouvert, qui m'avait aiguisé les perceptions, mais suite à ça, c'était compliqué. Il y avait trop un décalage entre ce que j'étais devenu et l'environnement dans lequel je vivais. Mhm. Tout ça, c'était 3e année de médecine chinoise. Et puis finalement, c'est revenu petit à petit. J'ai réussi à retrouver des appuis. Et j'ai eu de l'aide aussi de thérapeutes. J'ai découvert aussi les pierres, principalement pendant cette période-là. Les élixirs floraux aussi. Puis en 2012, j'ai eu ma fille et j'ai ouvert mon premier commerce de minéraux. Où là, j'ai vraiment. Avant ça, je me sentais un peu en errance dans la vie, je ne sais pas trop à quoi je servais. Et en 2012, bah, j'ai été papa, donc j'avais un rôle important à jouer par rapport à cette petite fille. Et puis j'ai été gérant d'une boutique de minéraux. J'ai commencé à pouvoir utiliser cette extrasensibilité pour le public, quoi. Mhm. Donc entouré de pierres. Et là, j'ai commencé à m'éclater et j'ai trouvé vraiment mon adulte, mon axe, mon chemin, quoi, Ton ancrage aussi, du coup? mon Ouais. ancrage. Après, suite à ça, bah, une vie un peu plus classique, hein. J'ai eu
plusieurs boutiques, j'ai changé d'endroit, j'ai eu un autre enfant. Et puis j'ai approfondi par la pratique la compréhension des minéraux. Donc j'ai vu beaucoup de monde, j'ai testé les pierres, un peu en autodidacte sur les pierres. J'étais pas formé en pierre, j'étais formé en médecine chinoise. Et au fur et à mesure de tester les pierres, donc en fait le truc c'est quand je mets une pierre dans la main de la personne, je capte l'influence sur son champ vibratoire. Donc j'ai utilisé à fond ce truc-là, quoi. Et quand on combine les pierres, du coup, avec après les bracelets personnalisés, on peut associer des informations et on arrive à faire bouger et à rétablir le flux énergétique chez une personne. Donc, en fait, j'ai fait un peu ce qu'on cherche à faire en médecine traditionnelle chinoise, donc rétablir le flux énergétique. Et ben, j'utilise avec les pierres. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Et je me suis du coup perfectionné sur cette pratique-là, quoi. Donc les pierres pour toi sont un outil de soin. Ah ouais, clairement. Ouais. Un message vibratoire. Hein. Mm. En tout cas, quand on porte une pierre dans la main ou dans le poignet ou au contact avec la peau, c'est préférable. On peut aussi la regarder. Il y a un message vibratoire qui modifie le circuit habituel de la personne. Et c'est assez probant, quoi. On sent que ça change vraiment, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte mon extra-sensibilité à percevoir ça. Mm. Donc j'ai vraiment creusé sur cette recherche-là, quoi. Est-ce que pour toi, le fait de t'être passionné, d'avoir creusé, comme tu dis, dans les pierres, dans le minéral, Mhm. ça a été suite à un déclencheur extérieur ou vraiment une impulsion intérieure de mettre tes connaissances extrasensorielles au service du public via les pierres? J'avais à l'esprit de trouver un peu des méthodes justement pour éviter aux personnes de souffrir d'une certaine manière. Vu que quand j'étais petit, j'ai vécu la souffrance de ma mère Mhm. et que j'ai bien vu que le médical traditionnel lui apportait pas vraiment de résolution. Après, je ne sais pas ce qui serait passé si elle n'avait pas eu le traitement médical, mais en tout cas, de mon point de vue d'enfant, je trouvais que ça fonctionnait pas. C'était pas suffisant en tout cas. Ouais. Ben, en tout cas, ça l'a pas guéri, quoi. Ouais. Donc, je pense que dès très jeune, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que moi, je m'affaire à trouver des outils qui puissent être pertinents pour pouvoir vraiment guérir les gens. Mm. Donc, le terme guérisseur, il me plaît bien dans ce sens-là, quoi. Mm. Après, donc, la médecine chinoise m'a donné des clés de compréhension, mais pareil, j'aimais pas. Je trouve que l'acupuncture, ça me satisfaisait pas, les plantes, ça me satisfaisait pas. Et puis je me suis rendu compte un peu par hasard que le minéral, il avait une fonction vraiment puissante, quoi. En fait, j'étais à un moment donné dans une boutique de pierres avec une personne et elle cherchait des pierres pour elle. Et je me rendais compte que selon les pierres qu'elle avait dans la main, c'était toute une ambiance différente que je percevais en moi-même. Alors ça m'a un peu bouleversé parce que c'est elle qui prenait les pierres, mais c'est chez moi que ça faisait bouger. Mm. Et puis je me suis dit, il suffirait simplement d'associer les pierres et on peut avoir un message précis de réharmonisation, quoi. Mm. Voilà, ça c'est un peu construit comme ça, quoi. Et ça s'est concrétisé quand tu as vraiment ouvert ta boutique et que tu as pu choisir tes propres pierres que tu proposais. Et du coup, de voir à chaque fois la personne par quelle pierre elle est attirée. Et, et qu'est-ce que ça provoque sur elle-même quand elle est attirée par cette pierre-là ou par une autre? Au début, j'étais surtout passionné par l'idée des bracelets personnalisés. Ouais. En médecine chinoise, on fait des associations de points d'acupuncture ou des associations de plantes. Mm. Et j'aimais bien l'idée d'associer. Moi, j'aime bien associer, j'aime bien le côté combiné, quoi. Mm. Donc, au début, je voulais même faire que des bracelets personnalisés. Puis après, on m'a dit, maintenant, il faut que tu vendes aussi des pierres. Donc, le côté aller vers les pierres qui vous attirent, je ne l'utilisais pas trop au début. Donc, la première fois, j'étais allé chez un grossiste, il vendait des lignes de perles comme ça. J'avais fait un déplacement, j'avais plein de lignes de perles. Et là, j'ai commencé à m'éclater, faire les premiers bracelets et voir les résultats concret sur des personnes, quoi. Et ça m'a vraiment fasciné les gens qui me disaient merci, depuis que j'ai le bracelet, ça a vraiment changé, je me sens beaucoup mieux et tout. Une personne qui a envie d'utiliser les pierres pour Mm. se soigner, Mm. est-ce qu'il faut qu'elle passe par un guérisseur qui va la conseiller sur les pierres qu'elle prend? Mm. Est-ce qu'il faut qu'elle ait des connaissances techniques et précises sur chaque pierre et ses bienfaits? Ou est-ce qu'il faut qu'elle laisse parler son intuition? Maintenant, effectivement, plutôt je dis allez vers ce qui vous attire. Mm. Et après, je leur dis, si vous voulez, après, je peux tester Mm. au niveau vibratoire. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie que je les teste, qui ont envie d'être en autonomie et qui, effectivement, de manière intuitive, ils vont ressentir les choses et puis c'est OK. Après, quand
Après, j'aime bien pouvoir tester, faire un effet miroir, puis pour la personne aussi qu'elle comprenne un peu mieux ce qui se passe. Donc on n'est pas obligé d'avoir une connaissance théorique pointue, hein. On peut Mhm. aller aussi vers ce qui nous anime, un peu comme quand on va dans un magasin de vêtements, on dit bah, cette chemise-là me plaît, ces chaussures me plaisent. La couleur, ça joue aussi. Après, des fois, on peut être attiré par des pierres qui sont déjà un peu trop nous. Mm. Par exemple, quelqu'un qui est déjà très curieux, qui est très intellect, qui va se poser beaucoup de questions et qui est toujours en recherche, donc très mental. On va dire, des fois, il peut dire ah, le lapis lazuli, j'adore. Mais le lapis lazuli, ça va encore plus dans ce thème-là, quoi. Donc, toujours de recherche, de curiosité. Donc, il y a des fois, on appelle ça des pierres signatures, des pierres qui nous ressemblent. Et donc, c'est pas forcément bon d'aller forcément vers des pierres qui nous ressemblent. Des fois, il faut aussi aller vers des pierres qui nous dérangent. Les pierres qui nous dérangent, si elles nous dérangent, c'est qu'elles viennent mettre en miroir des effets, des perturbations intérieures, quoi. Donc ça, c'est une possibilité, donc laisser la personne plus autonome. Après, moi, quand on va me demander mon avis sur plutôt une problématique de santé ou une problématique de vie, bah là, je vais faire le scan énergétique. Donc, je mets la personne à distance de moi, je me mets juste à l'extérieur de son aura, et là, je vais faire une lecture, je vais décortiquer la personne, comment elle fonctionne, et la personne, en général, se reconnaît dans ce portrait-là. Et après, je suggère, bah, je dis, bah, moi, je travaillerai sur ce thème-là. Ou sinon, je laisse la personne dire, bah, moi, j'ai envie de travailler sur ça. En général, ils ont souvent des intentions assez simples, genre, je voudrais être moins stressé. Donc, après, moi, j'ai des suggestions. Je travaille sur ce thème-là. On travaille sur l'enfant intérieur. Ça revient souvent travailler sur les bases de la construction de l'être, quand même. Mhm. Et ça, ce moment-là du scan, qui est une recherche, une enquête, ça, j'adore. C'est vraiment une enquête pour aller creuser comment la personne s'est construite, et puis et comment on peut la ramener dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, beaucoup plus aligné, quoi. Ça, c'est vraiment. Moi, j'adore ça. En fait, je pense que je me lasserai jamais de ça. Chaque personne est tellement différente, et tout le monde est différent, donc à chaque fois, c'est une enquête particulière, quoi. Et je trouve ça. Moi, je me régale à ça. Je pense que je me lasserai jamais de faire ça. Du coup, tu cherches l'harmonie vibratoire de la personne, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si tu la visualisais avec des trous Ouais, on pourrait dire ça, et oui. que tu vas amener les pierres qui vont venir aider, un peu comme de l'homéopathie ou Mhm. pas, Oui, oui. aider la personne à développer ce champ vibratoire-là, d'abord parce qu'il a la pierre, et ensuite, une fois qu'il enlève la pierre, ça a été développé ou pas du tout? Moi, je verrais ça plutôt en termes de circulation. Je Ouais, vais surtout regarder comment l'énergie de la Terre, elle monte dans les pieds. ok. L'idée, c'est qu'il y a une continuité, en fait, que l'énergie de la Terre, elle monte dans la jambe gauche, qu'elle monte par tous les chakras de manière harmonieuse, et qu'elle passe au-delà du champ mental, Mhm. pour avoir une forme de connexion, et une inspiration, une reliance, on va dire. Parce que sinon, le cap mental est quand même un élément important. Souvent, les gens, ils vont buter, et le mental, il va souvent avoir trop de pouvoir. Il va vouloir contrôler, il va vouloir gérer, il va vouloir tout Tout contrôler, organisé. tout organiser le Ouais. système. Et ça laisse pas la place à un élan plus intérieur, à une intelligence plus intérieure, quoi. Donc, je vais observer ça. Je vais regarder comment la Terre, elle monte dans les deux jambes, et qu'il y ait aussi des 8, donc une harmonie entre les deux polarités. Voilà. Et après, on va voir à un moment donné où en est la personne et où se situent on va dire, les troubles, quoi. Ouais. Mais c'est souvent les troubles, en fait, c'est plutôt, on va dire, des parties, des émotions, des vécus qui n'ont pas été digérés, donc qui sont encore en mode traumatique. Donc des fois, ça fait comme un tremblement, quoi. Mm. Et quand la personne va parler de cet événement-là, on sent qu'il y a de l'émotionnel, ou qu'il y a de la peur, il y a un tremblement. Donc c'est pouvoir ramener en conscience ce tremblement, ces peurs, et de le relier avec dire la partie aimante de la personne, comme l'amour intérieur de la personne qui va pouvoir s'auto-guérir d'une certaine manière. Donc cette partie aimante va pouvoir intégrer la partie fragile, la partie apeurée, la partie traumatisée, et, euh, et recréer une unité. Et ce faisant, on peut rétablir des flux énergétiques et ramener les gens dans le concret, et jusqu'à pouvoir élever leur vibration jusqu'à la partie la plus noble de leur être, on va dire l'espace de l'âme, quoi, Mm. en gros. Ouais, vaste projet.
Oui. En énergétique, on fait ça aussi, hein, on cherche les blocages et on délie les blocages par la vibration de l'amour, par la léniscate aussi, ce Ouais, 8 là de tout à fait, l'infini, exactement. qui vraiment permet finalement de refluidifier. Mmh. Moi, mon grand-oncle Claude Mourin il m'avait toujours dit, là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Mmh. Donc toutes les zones où il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il n'y a pas de vie. Donc il faut Mmh. remettre en mouvement. Mmh. Et en fait, c'est finalement ce que tu fais grâce aux pierres, c'est remettre en mouvement ce champ énergétique, cette vibration profonde intérieure. Exactement. Comment tu appareilles finalement le besoin de la personne avec la pierre qui lui correspondrait? Comment je fais le lien? Ouais, comment tu choisis, comment tu fais le lien? Et ben après, c'est dans le scan énergétique, c'est cette enquête, en fait. On va voir où se situe le. On peut réfléchir, on peut synthétiser ça en termes de chakras aussi. Mmh. Donc, on va regarder au niveau des chakras, quel est le chakra du bas le plus perturbé. Mmh. Parce que en général, il vaut mieux travailler sur les chakras du bas, parce que c'est comme si on essaye de réparer une maison, mais on peut commencer par le toit, mais effectivement, Oui, mais les fondations sont quand même voilà, la base, la structure c'est qui va important tenir le d'avoir reste. une, Ouais. une bonne fondation. Donc, on va regarder les chakras du bas, les perturbés, et puis on va, en général, si on fait de manière simpliste, on va regarder les chakras du bas perturbés, on va trouver la pierre de la couleur correspondant au chakra perturbé. Ok. Et on va trouver la pierre qui correspond à la personne pour son problématique de chakra, donc celle qui harmonise son chakra. Ça peut être une manière plus simple de comprendre la pratique, quoi. Ouais. Parce que chaque pierre, toi, tu vois son champ vibratoire. C'est plutôt, je vois l'influence sur la personne. Ok, ça marche. Et en trouvant cette pierre qui lui correspond, Mhm. l'élan et la vibration reprend, Mhm. finalement. Là, le blocage se dénoue Ouais. et la personne peut s'appuyer sur la vibration de la pierre pour le dépasser. Et bah, du coup, ouais, la pierre, elle va amener une autre logique d'adaptation de la personne. Mm. En fait, la personne va s'adapter par rapport à des événements, et son cerveau, il va emprunter des chemins. Mm. Et son cerveau ou sa circulation énergétique va s'adapter. Mais du coup, la pierre, elle va un peu forcer le système à adopter une autre stratégie d'adaptation. Mm. Donc, en gros, quand on travaille sur soi, avec les pierres ou avec d'autres techniques, on fait remonter un peu du bazar. Donc, ça brasse un peu. À la fin des bracelets personnalisés, ça fait des vagues. Même quand les personnes sont encore à la boutique, quand ils vont payer leur bracelet, je sens déjà qu'il y a les premières vagues qui les traversent. Je leur dis, c'est normal, vous allez avoir des vagues de sensations, d'émotions, d'ambiance qui vont vous traverser. Il faut accepter ça, accepter de vous laisser traverser. Mais après, l'idée, c'est que le bracelet personnalisé, il amène une nouvelle stabilité chez la personne. Pour pas que ça fasse que brasser, et puis on reste à brasser, brasser, brasser. C'est pas ça le but, c'est de proposer une nouvelle stabilité pour que la personne elle puisse accepter la transformation, la métamorphose, et qu'elle se laisse traverser par des vagues. Derrière les vagues, à un moment donné, il va avoir le sentiment d'avoir plus d'espace, ou plus de vitalité, ou plus de joie, et l'aura va s'éclairer, s'étoffer, quoi. Voilà. Ouais, ce qui est recherché malgré tout, c'est de passer des caps et d'aller mieux. Ouais. Ouais. Cette histoire de stabilité, c'est important. Mm. On peut travailler juste sur des pierres qui vont nous mettre face à un mal-être, et sans forcément aller jusqu'au bout et amener une stabilité derrière, quoi. Mm. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair, parce qu'en fait, très souvent, justement, quand on commence un travail sur soi, eh ben, on est. Alors, pour dire autrement, chaque fois qu'on commence à travailler sur soi, évidemment, en allant libérer des choses traumatiques à l'intérieur, on est traversé par des vagues d'émotions, des vagues de déstabilisation, en fait, de déconstruction, puisqu'on s'était construit, Ouais. même si c'était des fondations un peu bancales, on s'était construit dessus. Ouais. Et donc, en remettant en place ces fondations-là, on est déstabilisé. Mais l'objectif est toujours d'arriver à une forme de stabilité et de ne pas rester dans cette incertitude. C'est-à-dire, on déconstruit, ok, pour reconstruire mieux, mais pour que ce soit solide, parce que sinon on est perdu. Les zones de turbulence. Les zones de turbulence, mais qui doivent s'arrêter à un moment donné, parce que sinon c'est invivable. Exactement. Ok. Certaines personnes, des fois, la dernière fois, j'avais fait un bracelet à une personne, elle n'était pas trop chaude, j'ai un peu insisté, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Et du coup, je lui ai fait son bracelet. Et elle me rappelle, elle me dit, mais en fait, là, je suis trop perturbé, là, ça me brasse trop.
Et elle dit j'arrête. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit c'est normal, faut laisser faire confiance, ça va aboutir à quelque chose. Alors, soit j'ai mal fait le bracelet et que elle n'a pas suffisamment entrevu la lumière derrière, soit ça, au niveau chimique, hein, des fois ça secoue trop et certaines personnes ils disent voilà, celle-là elle a dit bah non, je préfère arrêter. Je pense que ça dépend aussi du niveau de conscience de la personne. Ouais. C'est-à-dire que dans tout soin, si la personne elle n'est pas prête au niveau conscient et inconscient à se laisser traverser par ses émotions et à aller guérir cette partie profonde d'elle-même, on peut lui donner toutes les informations qu'on veut. Tu peux lui faire un bracelet personnalisé qui correspond pile poil à ce dont elle a besoin. Si elle n'est pas prête au niveau cellulaire à le digérer et à le dépasser, ben, ça ne marchera pas en fait. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller libérer des parties d'elle-même. Il faut vraiment y être prêt. Ouais, mais c'est vrai qu'après, quand on a une personne qui se plaint, qui dit bah ouais, je souffre de ça, je souffre de ça, je souffre de ça, qu'elle est dans ma boutique de pierre, à un moment donné, je suis tenté de lui dire bah si, moi je peux vous aider avec ça, ça, ça. Mais après, les personnes, des fois, peut-être des fois, ils préfèrent rester aussi dans le côté plaintif aussi. Des fois, il y a un côté bah, je me suis habitué à me faire plaindre. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires en fait. C'est-à-dire que quand même des fois on pense qu'on est prêt à guérir, mais on a tellement de bénéfices secondaires que y renoncer, finalement, c'est renoncer à plus que ce que ça nous coûte. Et donc toujours, moi je trouve en soins, il y a vachement ce rapport-là. C'est-à-dire que si tu es prêt à guérir, ben, sois prêt à tout ce dont tu dois renoncer pour pouvoir guérir. Et souvent, là, on voit apparaître les bénéfices secondaires de beaucoup de personnes. Et du coup, de se dire, ben, ouais, en fait, tu n'es pas si près que ça à guérir et c'est pas grave. Tu as le temps, c'est que c'est pas le moment pour toi. Mais par contre, prends conscience des gens qui se plaignent beaucoup. Souvent, c'est qu'ils ont beaucoup de bénéfices secondaires derrière. Moi, j'aime bien voir ça en termes de personnages, comme si à l'intérieur de chaque personne, il y a différents personnages. Et qu'il peut y avoir un personnage qui s'est construit sur une blessure. Et même, il y a pas mal de gens, je pense, comme ça. Je pense presque tout le monde. C'est assez récurrent que les hommes aiment porter l'œil du tigre, bracelet l'œil du tigre à droite. L'œil du tigre est une pierre forte, et une pierre guerrière, volonté, détermination. Et après, souvent, on dit c'est une pierre de protection, mais après, il y a beaucoup de gens qui disent bah, moi, je veux une pierre de protection. Qu'est-ce que vous avez pour la protection? Là, par rapport au climat d'insécurité, tout le monde va la protection. Et l'œil du tigre est reconnu pour comme pierre de protection. Mais en fait, l'œil du tigre, c'est le côté, c'est aussi l'animal intérieur qui sait se faire respecter, quoi. Par exemple, on préconise plutôt pour des gens un peu timides ou qui ont, par exemple, celui qui est dans la file au supermarché et puis qui se fait passer devant puis qui dit rien, quoi. Donc ça, pour ces gens-là, on peut mettre l'œil du tigre pour qu'ils puissent aussi, au niveau du plexus solaire, trouver plus sa place, se faire respecter son territoire. Mais ça marche aussi effectivement pour le côté, il y a l'élément fer dedans qui donne volonté, détermination, je vais au bout des choses. Et souvent les hommes, ils aiment bien montrer leur côté masculin, déterminé, volontaire. Et c'est pas forcément des fois souvent, l'autre jour, j'ai eu à la boutique un groupe d'hommes très musclés. J'étais impressionné, 5 ou 6, des gros malabars comme ça, et ils faisaient du je sais plus, crossfit. Ouais, du crossfit, voilà. C'était crossfit, c'était des mastocs, quoi. Ah ouais. Et puis, ils étaient quand même intéressés par les pierres. Et le premier, il mettait œil du tigre, il mettait pierre noire à droite et tout. Il était déjà hyper mastoc. Et j'ai dit, bah, peut-être on va peut-être essayer de mettre à gauche pour informer le féminin aussi de ça, quoi. C'était intéressant de pouvoir amener ces informations, quelque chose qu'il a surconstruit, cette personne avait surconstruit, et de l'informer par rapport à son poignet gauche qui correspond à sa polarité féminine. S'il était dans le masculin, dans le côté droit, je crois que ça le tassait encore plus, ça le rendait encore plus armuré, quoi. C'était intéressant au moins le faire changer de côté, quoi. Parce que pour toi, il y a vraiment ce rapport-là. Tu informes le corps de différentes manières. Bah, du côté, ouais, c'est vraiment important, ça. Bah, pareil, un autre monsieur, c'était au tout début de mes carrières, un gars un Corse, là, qui était vraiment combatif, quoi, qui aimait la bagarre, quoi. Il s'était construit avec un père qui était violent par rapport à sa mère, et lui s'était construit en tant que je protège ma mère contre mon père. Donc, il avait encore ce protecteur et lui, il avait un bracelet d'œil du tigre à droite, et il aimait trop la castagne, quoi. Et j'ai expliqué au fur et à mesure de la séance, bah non, mais peut-être le mettre au moins à gauche, quoi. Et puis après, il a compris, il a fait l'expérience d'amener cette information
d'amener la conscience dans l'autre partie du cerveau. Mmh. Le côté, la main gauche, en fait, va être en lien avec le cerveau droit. Donc, ça va être notre cerveau réceptif, intuitif, plus en lien avec le monde intérieur, en lien avec notre sensibilité, vraiment cet aspect réceptif. Le côté droit, la main droite, quant à lui, est en lien avec le cerveau gauche. C'est l'aspect vraiment volonté, stratégie. C'est le masculin dans le sens où on va organiser les choses en lien avec la rationalité, tout ça. Donc, selon où on va mettre la pierre, on va amener une information en conscience sur une des parties du cerveau. Ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Et je trouve que dans les lithothérapeutes classiques, on n'en parle pas assez. Alors, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit de vraiment s'appuyer sur les polarités, quoi. Mm. Et est-ce qu'il y a des pierres que tu conseillerais, par exemple, pour... donc là, on a vu hein, l'œil du tigre pour le côté plus déterminé, plus yang, finalement. Mm, mm. Est-ce qu'il y a d'autres pierres que tu conseillerais, par exemple, au contraire, pour développer sa créativité ou pour lutter contre le stress ou est-ce qu'il y a des grands classiques comme ça ou vraiment c'est du cas par cas? Oui, il y a comme des grands classiques. Par rapport à ce que tu me dis, je pense Mm. directement à l'améthyste, Ouais. pierre violette, là, qui est en résonance avec le chakra couronne. Donc déjà, par rapport le chakra couronne, il est au-dessus du chakra du troisième œil, qui est plus en lien avec l'aspect analytique. Donc si on a une information par rapport aux couronnes, donc couleur violette, déjà la personne elle peut être reliée au-delà de son mental. Et puis ça nous relie aussi à la profondeur de l'être. Donc souvent on va être anxieux parce qu'on a tout un tas d'histoires ou de mémoires qui sont, on va dire, encore traumatiques. Donc l'anxiété, elle vient de ces mémoires, et le mental est construit sur ces mémoires traumatiques, on pourrait dire. Donc il a tout un tas de stratégies d'évitement où j'ai vécu un truc, cet élément traumatique, donc j'ai une croyance associée par rapport à ça, parce que je n'ai pas digéré l'événement. Et du coup, mon mental, il va me mettre en garde pour pas que je revive cette souffrance, en quelque sorte. Et du coup, l'anxiété est un peu... le mental va nourrir l'anxiété, quoi. Donc l'améthyste, elle permet de passer ce cap-là et d'aller au-delà du mental et du coup de la connexion au trauma associé. Alors par contre, ça ne marche pas forcément à tous les coups, parce que des fois, avec l'améthyste, on peut être dans une forme de fuite de la réalité aussi. On peut être un peu trop height et déconnecté. Du coup, là les jambes ne tiennent plus au sol, elles sont plus reliées au sol. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ouais. Mais oui, l'améthyste en général est bonne. Après, selon la couleur, l'améthyste, si on a une améthyste claire, ça va plutôt plus doux, donc plutôt, je trouve, pour calmer le mental. Et sinon, l'améthyste profond, c'est vraiment pour se relier aux profondeurs de l'être. Ça, je vais plutôt la conseiller pour, des fois, quand il y a des deuils ou quand on se sent plus connecté à une personne qu'on a aimée, mais que cette personne est partie. L'améthyste profonde va permettre de se mettre sur ce plan, le plan des esprits, d'une certaine manière, et de pouvoir ressentir la présence, et du coup, se sentir moins en séparation, quoi. Voilà. Mais est-ce que tu as des guérisons marquantes qui t'ont vraiment, où tu t'es dit waouh, là, je lui ai fait son bracelet personnalisé et immédiatement il s'est passé des choses fortes en lui? Ouais, bah récemment, là, quand j'étais à Pornic, il y a une dame qui souffrait de bouffées de chaleur. Vraiment, elle me disait, la nuit a été traversée par des vagues de chaleur. Et je lui ai fait un bracelet, un peu dans l'esprit médecine chinoise. Donc le feu du foie, il monte trop à la tête, quoi. Donc j'ai renforcé les reins, j'ai bien reconnecté le yang à la terre. Elle a mis le bracelet, le lendemain matin, elle m'a dit, j'ai plus rien. C'était réglé. En bracelet, j'étais content de moi. Ouais, c'est chouette parce que ça, les bouffées de chaleur pour les femmes, c'est quelque chose de très très handicapant. Donc il existe des possibilités de soigner ça via les pierres. Ouais, une fois qu'on comprend bien la logique du désordre, on peut aussi trouver la logique de la réharmonisation. Du rééquilibrage. Est-ce que dans justement ta recherche initiale qui était de permettre aux personnes malades comme ta maman a pu l'être, de guérir et de se sentir mieux, d'aller mieux, est-ce que tu as pu avancer sur cette volonté-là? Après, je me rends compte que j'ai quand même accompagné beaucoup de monde, hein. Ça fait ma 13e année de profession. Je vois quand même beaucoup de monde. C'est aussi l'intérêt d'un commerce pour moi qui n'est pas forcément très communication. Voilà, je fais un côté un peu. Il faut qu'on vienne me chercher pour que j'ouvre mon champ, mon savoir-faire, on va dire,
Donc, dans un commerce, j'ai quand même vu beaucoup de monde et j'ai pu accompagner beaucoup de monde, enfin surtout les pierres. Après, moi, je suis juste un peu un intermédiaire pour choisir la bonne pierre. Mhm. Si j'ai eu une dame aussi, c'était assez probant. Elle cherchait à avoir des enfants aussi, un enfant, et ça marchait pas. Elle avait essayé différentes techniques médicales, tout ça. Donc, elle était venue en soins et je lui ai fait aussi un bracelet. Et je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Elle est venue avec son bébé. Elle m'a dit, suite à ce rendez-vous, je suis tombée enceinte. Et puis voilà, elle m'a présenté le bébé. Chouette. Donc ça peut. Après, pour les cancers, c'est vrai que c'est quand même des dossiers un peu complexes. Et après, on n'a pas forcément le suivi, toujours le suivi de ce qui se passe. J'aurais pas forcément d'exemple de ça, mais en tout cas, le chemin, Mm. le chemin qui a été animé par la souffrance de ma mère et ma recherche, Mm. ça m'anime toujours. Et puis, si, effectivement, après, il y a des gens qui guérissent, mais ça demande aussi souvent changer son alimentation. Le jeûne peut être aussi très, très bon dans cette situation-là pour aller vraiment nettoyer le corps. Et avec les prises de conscience associées, donc des fois, il y a aussi beaucoup de prises de conscience. Des fois aussi, le cancer, ça peut être la volonté de la personne de partir. Mm. C'est-à-dire, dans ces conditions-là, la vie ne me convient pas. Mm. Donc, ça, c'est plutôt cancer foudroyant. C'est plutôt, dans ces conditions-là, j'ai pas envie de rester. Ou des fois, ça peut être, il y a une partie qui en a marre, qui a envie de partir, et une partie qui dit non, moi, j'ai envie de vivre. Ma mère, je pense que c'était un peu ça. Elle avait un peu des courants antagonistes. Elle voulait se battre pour vivre, et il y a une partie qui dit dans ces conditions-là, j'ai pas envie de vivre. Mm. Donc, des fois, ça peut durer un peu plus longtemps. Mm. Ou des fois, le cancer, il veut dire autre chose aussi. Il veut exprimer un mal-être, et là, ça sera peut-être plus facile à guérir. Mais après, c'est aussi ça peut être des manières radicales de vouloir partir, le cancer. Ouais. Arnaud disait exactement la même chose. Ouais. Et c'est vrai qu'en soins, je le vois aussi, c'est-à-dire que très souvent, la maladie, le cancer aussi, mais même d'autres types de maladies profondes, comme les maladies auto-immunes ou les choses comme ça, c'est vraiment en tout cas le corps qui est là pour informer de la vie telle qu'elle est là actuellement. En tout cas, elle ne nous convient pas. Et donc, de poser des compréhensions, mais aussi des actions et des changements forts pour pouvoir être en adéquation finalement avec ce dont on est venu vivre et expérimenter dans cette incarnation. Et que quand on le met en place, on voit la guérison arriver. Et quand on le met pas en place, on voit qu'on peut partir aussi très vite. Et on a le droit aussi de s'autoriser à dire, oui, effectivement, dans ces conditions-là, je préfère partir. Et c'est une forme finalement de libération, mais plus radicale. Après, sur le point de vue de l'âme, après, des fois, il y a des âmes, une fois que le départ est fait, elles peuvent avoir des missions très sympathiques aussi sur d'autres plans. L'autre jour, j'ai discuté avec une dame, elle me dit, son fils, il a eu un accident, c'était pas un cancer, mais... Et elle a perçu par la suite que l'âme de son fils, sur un autre plan, il s'occupait d'enfants, on m'a dit. Il s'occupait d'enfants, il avait un rôle très important vis-à-vis des enfants, il avait l'air très lumineux, très joyeux. C'est ce qu'elle avait capté de l'âme de son fils. Donc, après, la fin de la mission n'est pas que terrestre, ça peut aussi s'exprimer sur d'autres plans. Mais il y a quand même beaucoup d'âmes qui, des fois, sont un peu entre deux eaux. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils sont décédés, mais ils n'ont pas fait l'ascension, le chemin vers la suite de leur mission, on va dire. Et ils vont rester entre deux eaux. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'âmes qui sont pas forcément, qui restent un peu dans des eaux troubles, quoi. Et ça, on peut aussi les aider. À partir du moment où on arrive à les capter, il faut les ramener dans leur cœur, quoi. Les ramener dans le cœur, dans la lumière, dans l'amour. Et ça permet de les réveiller et qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle pleinement, leur rôle d'esprit guide, quoi. Et ça, c'est important aussi de pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Et il y a du travail aussi dans ce sens-là pour que les défunts ils puissent aussi trouver leur bonne place. Leur chemin à eux. Et pour soutenir les vivants, les descendants aussi, c'est important. Il y a une résonance entre nos racines. C'est un peu toutes mes recherches du moment, là, j'en fais pas. Notre réseau racinaire, en fait, on parle de l'arbre généalogique, mais au niveau racinaire, il y a c'est un peu comme s'il y avait les mémoires de nos ancêtres et tout ce qui a été fait avant que nous on arrive là. Et on peut aussi s'amuser à d'aller checker un peu la vibration
de nos grands-parents, arrière-grands-parents défunts, pour voir comment on les capte. Est-ce qu'on les capte lumineux ou est-ce qu'on les capte un peu plombés? Et si on les capte plombés, bah, en fait, il suffit simplement de les mettre dans notre cœur, d'une certaine manière, de les faire monter en fréquence en y mettant tout l'amour. Donc, on pourrait dire embrasser son arbre. Et ce faisant, la vibration de l'ancêtre peut s'élever et on le sent après que, que l'ancêtre, il est lumineux là-haut, donc il peut nous accompagner ou faire autre chose, mais en tout cas, il peut être présent potentiellement pour nous accompagner dans notre vie. Et on sent aussi au niveau de nos racines qu'il y a quelque chose qui vibre, on sent quelque chose de solide. C'est comme si l'ancrage, il est aussi le fruit d'un arbre lumineux et apaisé, quoi. C'est très drôle que tu parles de ça, parce que moi, en cabinet, j'explique aux gens que pour moi, l'arbre généalogique, il n'est pas tel qu'on le dessine Mm. habituellement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, si nous, on est le tronc, on a à supporter, parce que donc, quand on a les branches, c'est supporter le père, la mère et les lignées. Pour moi, vraiment, c'est l'inverse. En fait, l'arbre généalogique, il est à l'intérieur de la terre, et on a la grosse racine père, la grosse racine mère et sa lignée, mais d'autres racines, parce qu'on ne se nourrit pas que de ses parents, on se nourrit de tout le reste. Et que justement, on hérite de mémoires qu'on va puiser, mais qu'en tout cas, on est libre de dire, bah, celle-ci, finalement, je ne vais pas la puiser, mais par contre, je vais garder ça de celle-ci. Et vraiment de comprendre qu'en fait, nos lignées, finalement, elles sont là pour nous nourrir et nous permettre de nous épanouir et de nous développer. Et que nous, on puisse porter notre existence à nous, notre descendance à nous. Là, oui, c'est à nous de les porter. Mais que pour moi, voilà, l'arbre, il est inversé et c'est vraiment racinaire. Et offrir nos plus beaux fruits. Et offrir nos plus beaux fruits. Et ça veut dire aussi, pour moi, offrir nos plus beaux fruits, ça veut aussi dire se libérer, comme tu dis, des ancêtres qui peuvent être un peu plombants ou en tout cas moins lumineux. Et vraiment faire le travail de nettoyage pour avoir la sève la plus pure à transmettre et à donner aux autres. Ouais, ça apporte un vrai sentiment de solidité, de nettoyer ses racines. Ouais, clairement. Est-ce que tu aurais des rituels assez simples que tu pourrais conseiller aux gens de faire avec des pierres? Parce qu'on voit plein de choses avec les pierres, des pierres pour la lune, des pierres pour ceci, des pierres pour les passages. Est-ce que toi, tu as des petits conseils un peu universels? Bah, déjà, si on a des pierres qui nous ont attirés à un moment donné, quand j'ai démarré, quand j'étais pas encore professionnel, j'allais dans les boutiques, puis je les mettais dans ma main, puis je me disais, est-ce que je me sens bien avec celle-ci? Est-ce qu'il se passe quelque chose de positif? Puis toutes celles où je me sentais qu'il se passait quelque chose de positif, bah, je les achetais. Et après, je m'amusais chez moi avec toutes mes pierres, de les mettre dans la main, d'observer, de ressentir, de mettre dans la main gauche, ressentir. Et de m'amuser pour découvrir des sensations, puis pour découvrir des parties de soi, quoi. C'est un peu des lunettes d'observation de parties de soi-même aussi. Au-delà de ta boutique de pierres, tu proposes aussi des scans vibratoires, tu proposes des soins et tu proposes des stages et des formations. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, le scan, je le fais beaucoup à la boutique déjà, mais après je peux le faire aussi en dehors. Mais... Bah, les consultations, ouais, on va prendre un peu plus le temps pour vraiment décortiquer un peu plus l'histoire de la personne. Après, je vais beaucoup quand même utiliser les pierres dans ces moments-là. Je fais aussi ce travail souvent avec les ancêtres, là, faire prendre conscience, ou des rapports relationnels, souvent avec la famille. Parce qu'on peut avoir des conflits relationnels avec des personnes extérieures, par exemple au travail, avec une sorte de bourreau, quelqu'un qui exerce une pression. Mais souvent, ces événements-là font résonance avec comment ça s'est passé avec nos parents. Tout se joue beaucoup au niveau relationnel, comment ça s'est dessiné dans le tissu relationnel familial. Donc ça, j'aime bien, ça fait un peu comme des constellations, c'est-à-dire que je vais représenter la personne ou le parent sur une chaise pour regarder comment l'énergie circule et comment la personne peut apprendre à mieux se positionner pour mieux gérer l'influence du parent. Et souvent, en fait, ça passe par la gratitude. Parce qu'effectivement, il y a des parents qui ont été très compliqués, agressifs, castrateurs, enfin bref. Et il est quand même important de toujours cultiver la gratitude vis-à-vis de nos parents ou de nos grands-parents, même s'ils ont été horribles, de leur dire au moins bah, merci de m'avoir créé, quoi.
Et ça, c'est quand même important justement pour c'est parce que si on est en conflit avec un parent et qu'on dit bah non, moi je veux plus le voir et je veux plus en entendre parler, c'est comme si il y a toute une racine qui est plus alimentée Ouais. finalement. Donc de cultiver la gratitude par rapport à ça. Donc ça, en séance individuelle, ça peut être l'occasion de faire ça. Dans les formations, en fait, c'est fait plutôt c'est des cercles de guérison, mais parce que je trouve que une bonne manière d'apprendre, c'est de pratiquer. Et, euh, et puis apprendre, ça passe aussi par une certaine enlever les encombrants intérieurs pour que ça puisse circuler. Donc dans ces cercles de guérison, que je co-anime avec Mélanie, ma compagne, on utilise différents outils. Moi, j'utilisais beaucoup les pierres au début, donc on introduit les pierres pour les comprendre, les ressentir. Et puis après, j'utilise aussi le design humain, c'est un peu une forme de thème astral, ça permet d'avoir une compréhension. Et après, des exercices avec le groupe, s'appuyer sur les personnes du groupe, puis s'entraîner à scanner, quoi. Je trouve ça, les gens ils aiment bien, puis moi aussi j'aime bien. Du coup, on a une personne en face de nous, puis on va regarder, sans que la personne a commencé à parler. On n'est pas dans la psychothérapie. On est vraiment dans l'observation vibratoire pure. Comment circule l'énergie, où sont les blocages. Donc on s'entraîner à capter les blocages et aussi les ressources et comment, sur quel axe on peut faire travailler pour que ça puisse recirculer. Après, le dernier stage, il y a beaucoup l'histoire de constellation familiale, donc c'est représenter les personnages de la lignée par des comédiens. Ça, c'est un outil qui est quand même vraiment efficace. Ouais, les formations, c'est ça, cercle de guérison. Et ouais, je retrouve tout. C'est chouette, c'est hyper intéressant. Merci. Apprendre à exercer son ressenti, à le développer, à aller se libérer, c'est top. Est-ce qu'il y a un message que tu aurais envie de transmettre, quelque chose à... Ouais. Cultiver la paix intérieure, hein. Ça passe surtout par l'amour de soi déjà. Ça, c'est vraiment probant de s'aimer soi-même, hein, même de se regarder dans la glace, puis d'essayer de ne pas focaliser sur les défauts, mais de focaliser sur la lumière, d'avoir beaucoup de tendresse. Et en fait, on a beaucoup plus de facilité à aimer nos enfants. Après, il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais des fois, ils ont un animal. On n'a rarement aucune personne à aimer. Et donc, je dirais que chaque individu, chaque être, il a une faculté d'amour quand même. Je pense pas que, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas du tout, mais en général, on a toujours quelqu'un qu'on va aimer très fort. Donc, un animal, un enfant. Et souvent, je dis, aime-toi comme tu aimes ton enfant. Donc, moi, je le fais même sur mes organes, par exemple. Par exemple, si j'ai un organe que je sens qui n'est pas très en forme, le foie, par exemple, on va dire, j'aime mon foie comme j'aime mon enfant. Maintenant, moi, j'ai 3 enfants, alors du coup, je les aime tous de manière un peu différente, ils sont tous différents. J'ai un amour profond et pur, je pense, pour eux. Et du coup, j'applique cet amour que j'ai pour mes enfants, pour moi-même, pour mes organes. Donc, aimez-vous vous-même, et puis après, tout ira bien. Ouais, c'est vraiment la base. Je suis d'accord avec toi. L'amour de soi et l'amour de chaque partie de nous, et de se regarder sans jugement et dire oui, je suis cette personne-là, je peux m'améliorer, je peux tout ça, mais c'est pas dans le mental que ça se fait, c'est vraiment dans le ressenti, dans la compassion envers nous-mêmes, tout ça. Dans le cœur. Ouais, dans le cœur. Est-ce que tu aurais une vibration de pierre à nous donner? Tu dis voilà, là, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est cette vibration-là, cette pierre-là qui ferait du bien. La pierre du jour. Ouais, la pierre du jour. Moi, je sais pas, je pense à la malachite, là, on parlait de cœur. Ouais. La malachite, c'est une pierre verte, elle est assez connue, mais une pierre verte avec des ronds, des cercles noirs, et qui nous ramène finalement à notre centre, à notre cœur. Et c'est un carbonate de cuivre, donc le carbone nous ramène à notre matière incarnée. Donc c'est une pierre qui est quand même assez dense, assez lourde. Donc on pourrait dire à la fois cette fonction de recentrage sur le cœur, recentrage sur l'amour, et vraiment être en lien avec notre individu, notre profondeur d'être incarné, quoi. Donc la malachite, elle est quand même vraiment chouette. Donc message vibratoire de malachite. Soyez authentique, soyez centré, soyez incarné, soyez aimant. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup.
on a pu voir que la nature et particulièrement les minéraux nous offrent en fait les moyens de nous connaître mieux, de nous Mmh. aimer plus, Mmh. de nous guérir, de nous soigner au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, Mmh. et que c'est à portée de nous-mêmes, à portée de nos mains, Mmh. et que c'est à nous de nous en saisir, parce que c'est toujours nous qui sommes acteurs finalement, Mmh. malgré tout, de notre guérison. Mmh. Donc merci beaucoup. Merci.